Allô la planète, de retour de festival et rendez-vous de l'aventure 2020 à Lons-le-Saunier. Rebonjour chers auditeurs de la radio Allô la planète, on est toujours en direct du festival Les Rendez-vous de l'aventure à Lons-le-Saunier. Et on est cet après-midi avec Brice qui a présenté ce matin un film réalisé par Sandrine Morsch, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est bien ça. C'est bien ça. Un film de 2016. Et pour présenter un petit peu qui tu es un vacher. Oui, Paysan dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, donc agriculteur avec des vaches gasconnes, éleveur transhumant. Et donc pendant l'été, je garde mes vaches et les vaches d'autres éleveurs. Je suis leur salarié et après à nouveau je redescends à l'automne avec ma ferme. D'accord. Pour être vivre dans ma ferme. D'accord. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer comment un peu les coulisses de l'origine de ce film. Tu expliquais que cette réalisatrice est venue te voir, elle travaille sur France 3 et elle voulait faire un portrait de toi et finalement ça s'est traduit par un documentaire de 52 minutes. Voilà, alors elle est venue, c'était pas pour faire un portrait de moi, c'était pour faire un marronnier, comment on appelle ça, des descentes d'estive dans les Pyrénées. C'est chaque année, descente, montée, descente. Donc là, il lui fallait une descente d'estive. Elle a dû chercher un peu partout dans les Pyrénées par le biais d'amitiés communes. Elle est arrivée sur ma montagne. Et donc elle a passé une soirée avec nous, une matinée. Et en discutant pendant la soirée, du coup, le courant est bien passé, des atomes crochus. Et voilà, elle s'est dit, c'est celui-là, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Il y a un filon, une pelote à dérouler. Donc voilà, on a discuté un peu, ça a pris du temps. Je l'ai tenu à distance un long moment. Et puis à force de discussion, de voir son travail, elle m'a convaincu. Et donc elle s'est dit qu'elle allait me suivre et que j'acceptais comme ça par intermittence qu'elle me colle au basque et on verrait bien ce que ça donnerait. Une fois qu'elle commencerait à monter ce qu'elle souhaitait faire, j'aurais un droit de regard et si ça nous plaisait à tous les deux, on continue l'aventure ou pas. D'accord, c'est ce qui s'est passé, t'as vu le rendu et ça t'a Oui, plu. ça a coulé tout de suite, elle a un œil curieux, précis, poétique, elle s'entourait de personnes super, donc ça a tout de suite collé. D'accord. Alors toi, tu es originaire de ces Pyrénées. Oui. Tes parents se sont installés là-bas, c'est dans quel département ? C'est la Haute-Garonne. La Haute-Garonne. Voilà, je monte les vaches en Ariège. D'accord. Et moi j'ai ma ferme en Haute-Garonne. D'accord. Et tes parents sont installés là-bas dans les années 60, 70 ? Ouais. Mouvance en 68 ardes, ouais. Surtout mon père, qui est parti de Paris pour des idéaux forts, pour quitter le monde urbain et conformiste et bourgeois qui réfutait, pour vers un monde agricole, plus simple, terre à terre, pragmatique. Et voilà, moi je suis issu de ce milieu-là, avec aussi une mère, par contre, était institutrice. Donc ça fait un mélange entre la nature et la culture. J'ai essayé de cultiver ce terreau à mon tour. Et contrairement à beaucoup de 68 arts entre guillemets, tes parents eux sont restés fidèles à ces idéaux et ont continué leur activité là-bas. Ton père a gardé cette ferme et toi tu reprends doucement l'activité paternelle. Oui, mon père les idéaux sont les années passent, les idéaux peuvent changer un tout petit peu, à peine en fait ils s'adaptent, mais les idéaux sont toujours aussi forts. Et moi, j'ai repris, même pas doucement, encore plus fort le flambeau, avec une envie de perpétuer, de donner encore plus d'envergure à ce qu'avaient initié mes parents. Et donc après, c'était l'idée de la transhumance, c'était l'idée aussi du voyage, une forme de nomadisme, d'aventure quotidienne au pied de la porte. Et comment est née cette envie de transhumer tes vaches? Ton père faisait ça ou... Non, mon père il était paysan, il était à la ferme. Les vaches bougeaient pas toute l'année, elles étaient là. Et moi l'idée c'était qu'avant de reprendre la ferme de mes parents et de prendre le troupeau en montagne, j'ai beaucoup voyagé à pied. Les lectures m'ont amené sur le chemin.
Et mon idée, avant de faire ça, j'aurais voulu être plutôt être vagabond que sédentaire, plutôt qu'être un esclave de cette société actuelle. Et en fait, par le biais de l'agriculture, j'ai réussi à instaurer une forme de nomadisme avec mes vaches. Je me suis dit, hors de question que je reste enfermé dans des prés, dans des clôtures avec mes vaches. Je veux que mes vaches, elles aussi, goûtent au mouvement comme moi je peux y goûter. Et donc j'ai fait une formation, j'ai appris à garder en montagne et du coup j'ai pu partir avec mes vaches en montagne, les amener avec moi et du coup perpétrer ce cycle annuel de montée, de descente, d'aller vers les montagnes, des endroits inconnus, dangereux, que ce soit un voyage pour elles et pour moi. Parce que les vaches sont faites pour transhumer. Il y a différentes races, il y a des races qui ne sont pas capables, c'est dans leur gène, dans leur morphologie, elles ne sont pas capables d'aller en montagne ou de marcher longtemps. Nous, c'est une vache rustique, la vache gasconne, et donc elles sont faites pour ça, elles sont capables de marcher longtemps, elles sont endurantes, elles sont comme je suis comme elles, ou elles sont comme moi. C'est ce que tu expliques d'ailleurs dans ce film où tu parles des vaches qui n'ont plus l'habitude de la nature, qui vivent enfermées dans des... je cherche le mot... Oui, les fermes les bêtes sont complètement coupées de leur contexte naturel, on les isole, on les met dans des conditions qui ne sont plus les leurs. C'est des vaches hors sol, comme ça peut être des poulets, des lapins, des vaches qui sont faites pour brouter de l'herbe, on leur fait manger de l'ensilage, on fait leur manger des cochonneries, on a les farines animales, c'est pour toutes les races animales dans l'intensif, pareil. Donc nous, nos bêtes, on est à l'antithèse, on est dans un cycle c'est d'une évidence, et pourtant l'évidence elle a disparu puisque on est devenus marginaux. Ton émission c'est Allô la planète, là on peut parler d'une façon globale. Les élevages au niveau mondial, des élevages comme le mien où il y a 20 vaches, ou même en France 100 vaches, c'est devenu marginal. Au Brésil, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, c'est à coup de 100 000 bêtes. Nous, on est des rigolos. C'est ce qui préfigure l'agriculture de plus tard. Il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas la généralité. Ouais. Et donc, tu pars en juin. En juin, je pars. Chaque année, je m'évade, je m'enfuis, je vais vers ce que j'aime, ce qui me passionne. Ce qui passionne aussi mes vaches, je leur mets les cloches et elles savent qu'on part. Et moi, je pars pour 5 mois, 4 mois, 5 mois. De juin à fin octobre. Avant la neige. Avant la neige, ou même en même temps que la neige. Ou parfois, chaque mois, il neige, même en plein été, il neige. Parfois, il y a des automnes doux, des automnes très enneigés. Ça dépend de... Chaque année est différente. On voit dans le film cette ascension vers l'estive. Est-ce que... tu les amènes d'abord en camion au pied de la montagne et après tu finis à pied, comment ? Voilà, elles partent comme on habite certains de l'estive ou d'autres font encore des transhumances pendant plusieurs jours. Ça c'est un choix, donc c'est un choix financier, c'est un choix aussi humain, de relation à l'animal, ce qui est super. Après donc moi je préfère autant les faire marcher mes vaches pendant 5 jours. Il y a des veaux, c'est dans un contexte pour avoir les vaches le plus jolies possible. Elles montent dans le camion, ça a un coût, mais elles arrivent, elles sont au pied de l'estive, après elles marchent pendant 7 heures pour arriver à la montagne. Mais je suis plus dans l'idée de poésie, je préfère les faire marcher. Après dans la réalité, les vaches elles arrivent, elles ont mal aux pattes, elles sont épuisées, les veaux ils ont maigri. Donc c'est trouver un équilibre. Mais après, donc, une fois qu'elles sont posées en camion, elles partent en montagne et là elles connaissent le chemin par cœur, même j'ai pas besoin de leur montrer, c'est elles qui montent le chemin. D'accord, elles connaissent par cœur. Ouais. Et toute cette difficulté aussi, tu montres bien dans ce film que elles sont épuisées le soir, il faut les faire traverser la rivière, elles ont du mal, alors tu prends le veau et tu le fais traverser, du coup la mer suit et les autres... Voilà, après dans le film, comme c'est Arte qui a repris la main au finish, Arte a un peu imposé quelques dialogues, donc il y a quelques passages, par exemple il dit qu'à la fin de l'estive les vaches sont à bout de force, épuisées. Ça c'est une sorte d'imagination de leur part, comment ça s'appelle, anthropomorphique, où les vaches elles sont pas épuisées.
abusé du tout. Certes, c'est long, mais c'est juste qu'elles connaissent pas. Dans le film, elles connaissent pas, donc du coup, elles osent pas traverser le ruisseau parce qu'elles l'ont jamais passé. Donc j'attrape le veau pour être sûr, pas déjà parce qu'il y a beaucoup de courant pour être sûr que le veau soit pas emporté. Et ensuite pour que les vaches suivent bien, mais pour des vaches 7 heures de marche, c'est pas rien, mais des vaches habituées ça leur fait rien. Donc il y a quelques passages dans le film où ils disent à un moment la maman suit son veau, enfin ça c'est bon, les éleveurs quand on entend la maman parler d'une vache, on s'arrache les cheveux. Quoi. Ouais, d'accord. Donc il y a quelques éléments qu'on n'a pas tout maîtrisé dans le film où ils nous ont imposé quelques visions urbaines de la campagne. Ouais, bon, je suis pas un spécialiste des vaches, mais on voit pas bien quand une vache est fatiguée. En tout cas, elle se couchait pas pour. Oui, non, rien. Les vaches, ça leur faisait ni chaud ni froid. Il faut avancer, on avance. De toute façon, c'est nous qui menons la cadence. On y est allé en douceur. Ça s'est bien passé. Ouais, je pensais que pour le coup, c'est toi. Je sais comment fonctionne Arte. Tout est formaté. Tout doit rentrer dans des cases. Voilà. Et je pensais que c'était ton texte en tout cas. Il y a eu beaucoup, il y a quasiment tout est de notre ressort, mais à la fin il y a eu quelques petites modifications, il y a quelques plans à la fin qui étaient super, mais beaucoup plus carrés, beaucoup plus standardisés. Ils ont imposé la voix off du film. La réalisatrice aurait préféré que ce soit elle-même ou une autre voix, mais pas la voix de cette personne qui parlait. Et puis donc dans le montage, le monteur avait fait ils ont un peu mis à leur sauce pour finaliser. Donc le monteur parfois était un peu surpris, ils lui ont changé des choses qui coulaient pas aussi bien que nous on le voyait. Mais le résultat il est super. Mais il y a quelques petites concessions qu'il a fallu faire. Mais c'était le prix à payer pour que le film puisse exister. Et sinon il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin, sinon il y aurait rien eu du tout. D'accord. Donc tu arrives là-haut et cette cabane est habitée donc 6 mois dans l'année, perdue au milieu de nulle part avec quelques panneaux solaires pour avoir un peu d'électricité. Toi tu as juste un téléphone fixe, pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, la vraie vie d'avant. La vraie vie encore de maintenant. Ouais, oui, parce que nous, maintenant, oui, c'est le monde occidental vit comme ça, mais j'imagine que sur la plupart des endroits de la planète, en fait, même si maintenant le téléphone portable s'est démocratisé à une vitesse folle, mais il y a encore beaucoup d'endroits de la planète où c'est la monnaie courante. Donc moi, j'ai pas l'impression de vivre la vie d'avant. Je me dis, moi, c'est la vie de maintenant que je veux. Je suis pas du tout passéiste, je refuse pas le progrès, mais je trouve ça plus simple, ça m'amène rien du tout d'avoir tout le superflu qu'on veut m'imposer. Donc je demande à ce que ça reste simple. On veut m'imposer des toilettes, on veut m'imposer une douche, on veut m'imposer un téléphone portable, on veut m'imposer des normes. Moi, un peu de lumière, des bonnes conditions, un confort spartiate, ça me va tout à fait. J'en veux pas plus. Donc c'est le présent. Ce qui m'intéresse, c'est de résister face au futur qu'on veut m'imposer. Et tu résistes bien. Cet endroit-là, c'est un cirque. Tu peux nous en parler? C'est magnifique. C'est un cul-de-sac. C'est plusieurs cul-de-sac parce qu'il y a plusieurs vallées parallèles. C'est à la limite avec l'Andorre. Ouais. Et donc c'est une vallée. Je fais exprès dans le film de pas dévoiler l'endroit ni dans quelques conditions que ce soit où je dis que c'est en Haute-Ariège, c'est un endroit sublime. Comme il y en a d'autres sublimes un peu partout, mais il n'y a pas d'accès en voiture, c'est assez près. Il n'y a pas de sentier de GR. Souvent, quand il y a des marques que les touristes essayent de mettre en place, que ce soit les chasseurs, moi ou les mecs du coin, on vire tout. D'accord. On veut que ça reste un espace sauvage, que les gens soient capables de trouver eux-mêmes leur voie, de pas tout standardiser là. Donc c'est un endroit qui est magnifique, assez sauvage, qui est complexe parce que très pentu, très vaste, et pour y garder les vaches, c'est pas facile tous les jours. Et tu nous montres bien plusieurs centaines d'hectares, milliers d'hectares, 5000 hectares autour de toi. Les vaches sont en liberté. C'est compliqué, c'est un choix, mais c'est compliqué à gérer. Elles bougent sans arrêt. Enfin, elles sont. Quand elles vont là où elles veulent aller. Quand il y a la bonne nourriture, elles y vont. Et c'est à moi de faire en sorte de trouver un équilibre de balance entre le danger et la prise de poids quand elles s'engraissent, quand elles mangent bien. Il ne faut pas être trop gourmand pour les amener dans un endroit trop dangereux et qui pourrait les mettre en danger. Il faut trouver un équilibre entre les distances, entre les différents groupes de vaches pour être capable d'aller d'un lot à un autre, de ne pas donner trop de liberté à un lot et pas assez à un autre, pas mettre trop de vaches à un seul endroit parce qu'elles pourraient manger trop vite un espace et monter trop vite dans les pentes pour se mettre en danger. Donc il faut être attentif à tout le temps, être attentif aux maladies,
à la forme de mes chiens, qui est de pas trop les épuiser, moi de pas trop l'estive est longue, donc il faut savoir ménager sa monture, il faut pas se crever non plus trop, il faut trouver le bon équilibre. Tout ça c'est souvent sur le fil du rasoir. Parfois une vache, si ça peut se jouer à 10 mètres près, si elle monte sur un caillou un peu trop haut, que j'arrive trop tard, si elle est montée, ce sera trop tard pour la descendre, elle glissera parce qu'elle sera trop lourde, la pente trop sévère. Après, comme moi j'aime bien jouer un peu avec le feu, je suis toujours à la limite de trop de gourmandise, de vouloir leur en donner trop. Donc du coup, parfois c'est un peu chaud. Il faut jongler. Ces 400 vaches, donc tu les divises en groupes. Est-ce que c'est des groupes parce que des propriétaires différents, des races différentes? C'est souvent par famille. Ouais. Mais en fait, un éleveur, les vaches sont habituées à vivre entre elles. Donc quand elles arrivent en montagne, souvent je les contrains, ces différentes familles, à être ensemble pour s'habituer à être ensemble et pour packager des endroits communs pour qu'elles nettoient bien les espaces, ensuite pour passer à un autre espace. Et pendant ce temps-là, l'herbe repousse pour faire un passage plus tard. Mais parfois, quand il y a trop de vaches à un endroit, il faut quand même les diviser pour pas qu'il y ait trop de pression. Donc souvent, quand elles se divisent, c'est par famille. Il y a une famille d'un tel éleveur qui part plus au fond de la vallée, l'autre plutôt au milieu, l'autre plutôt sur un côté. Et après, en fin d'estive, par contre, au lieu de les laisser dans une seule vallée, elles partent chacune dans une vallée différente. C'est elles qui partent d'elles-mêmes. C'est une liberté illusoire. Ouais, c'est moi qui leur laisse une illusion de liberté, ou qui organise leur liberté. D'accord. Pour les retrouver, après, le soir, tu les ramènes ou tu les laisses plusieurs jours Quand il y a des endroits où elles mangent l'après-midi, où c'est dangereux pour la nuit, l'ours passe ou un danger, un chien errant. Un loup, peut-être? Non, pas là-bas? Les loups, on n'en a pas pour l'instant. D'accord. J'espère qu'on n'en aura pas. Et donc, si jamais c'est un endroit dangereux pour le soir, je les replie, je les ramène à un endroit moins dangereux pour la nuit. Et après, le lendemain, si elles veulent repartir à cet endroit-là, en plein jour, elles peuvent. D'accord. On parlait du loup, de l'ours. J'ouvre une parenthèse sur ces prédateurs. Comment ça se passe avec l'ours et comment ça pourrait se passer si le loup arrivait dans cet endroit Si l'ours, c'est déjà plus que problématique pour les brebis. C'est un tracas quotidien, souvent pour beaucoup de bergers, et mortel pour beaucoup de brebis. Pour les vaches, on est très peu impacté, mais si le loup arrivait, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans les Alpes, où ce serait le loup serait beaucoup mieux organisé que l'ours, beaucoup plus stratégique, plus d'impact. Les ours, pour l'instant, il y en a quelques-uns, mais ça reste peu. Les loups, il y aura plus de en nombre, ils sont plus nombreux, besoin de se nourrir. Donc ils ont un impact sur les veaux. Un veau, ça leur fait pas peur. Donc ça veut dire des dérochements, ça veut dire des attaques où il est, d'un point de vue garde. S'il y avait de loup dans les Pyrénées, là c'est cuit. Déjà que l'ours, il met plus qu'à mal la filière ovine, sans parler de tout le reste. Mais en estive, c'est complexe pour la vie des bergers et des bergères. Donc si on a le loup, on est mal barré. Mais pour l'instant, il y a qu'un ou deux couples qui se baladent. Pour l'instant, il n'y a pas de présence. Ouais. Ça te demanderait de réorganiser tes estives, de ne plus les laisser en liberté. Après, on pourrait pas. Mon schéma, il pourrait pas changer beaucoup. Même pour certains, avec les brebis, ils font tout ce qu'il faut. Ils parquent la nuit. Il y a des patous. Ils sont présents. Je parle pas d'estives où il y a personne, il n'y a pas de patou, ils font aucun boulot. Il y a des estives où ils font tout ce qu'il faut contre l'ours et ils sont quand même impactés très souvent. Et donc les vaches, même si j'étais tout le temps, l'ours et le loup viendraient la nuit ou même en plein jour, les jours de brume, ils sont plus patients que nous. On ne pourrait pas les avoir, ils nous auront à l'usure. D'accord. Alors, tu as une passion, c'est de courir et tu fais que ça. Tu fais que ça, entre autres. Quand tu t'occupes pas de tes vaches, tu cours. Je cours, j'aime lire, je dors, j'écris. Je suis passionné par plein de choses dans la vie, mais c'est vrai que la course à pied, j'adore ça. Alors raconte-nous cette passion, ça vient d'où, de quand Je sais pas, c'est comme de respirer pour certains, c'est inné. Depuis tout petit, j'aime galoper. Ouais. À l'école, j'adorais courir dans tous les sens. Et le jeu, c'était d'essayer d'attraper Brice. Et Brice, il court partout. On va essayer de l'attraper. Je faisais des feintes, je sprintais. Donc après, je sais pas, c'est devenu... En grandissant, on apprend qu'il y a la vie est structurée, qu'il y a des sports pour nous permettre de s'exprimer physiquement, tout ça. Donc j'ai commencé à faire différents sports. J'ai joué au foot. Je me trouvais pas mauvais au foot. J'étais milieu de terrain. Je courais partout. J'étais en sport-études.
Et puis après, au bout de quelques années, j'ai arrêté. Donc, puis je suis devenu haché, mais j'ai continué à courir pour le plaisir. Et puis après, j'ai couru tout seul en montagne aux vaches sans aucune idée de compétition, de quoi que ce soit, d'envie. C'était juste naturel d'aller d'un point B en trottinant, en s'amusant, en jouant, juste de façon enfantine. Et puis un jour, j'ai appris qu'il y avait des compétitions en montagne. C'est le mec du coin qui m'en a parlé. Puis j'y suis allé essayer. Puis ça m'a plu. Puis je me suis dit, tiens, ça c'est sympa. Et puis j'ai essayé. Puis ça a marché. Et puis après, je me suis dit, apparemment, tu as des capacités. Ce serait intéressant de voir jusqu'où tu es capable d'aller. Puis à force de s'entraîner, arriver jusqu'où j'ai pu arriver. Puis maintenant, je continue à courir. Mais voilà, 40 piges, doucement, là, le pic va se stabiliser pour bientôt redescendre. Et ça te donne des ailes de courir dans ces montagnes, dans tes montagnes. C'est quelque chose qui... Mais c'est magique. Ouais. C'est pas une histoire de course. C'est quelque chose d'assez primitif. C'est de sentir presque... Moi, je me sens comme aux origines. Je vais avoir mon troupeau en trottinant. Il n'y a pas d'aspect de performance ou quoi que ce soit. Je m'amuse. C'est un jeu. C'est monter au pic. C'est pas la performance. Là, c'est un jeu. C'est de monter le plus vite possible. Je parle de personne à les temps que j'ai effectués, c'est de m'amuser. J'ai mon mini chronomètre où je compte dans la tête en courant, ou arriver là-haut avant que il y a une ombre qui va arriver au rocher. Je pars de la cabane en sachant que l'ombre ne dépasse pas tel rocher avant que j'arrive là-haut, tel jour à heure précise, ou partir jusqu'au col, ou un jour où les vaches sont couchés, je pars côté Andorran, la brume arrive à l'Andorre et ça fait comme un mur de brume, et côté Andorre il fait soleil. D'accord. Je cours en Andorre et je vais retrouver les iris, les têtards dans les flaques, l'odeur du pin. Je repasse côté français, il fait froid, c'est la brume, c'est gelé. Donc c'est juste c'est pour rentrer dans un monde de sensations, d'émotions que j'ai fait ça. Puis après il y a l'aspect compétition qui est complètement différent, où là c'est pour se confronter à soi-même, aller se faire mal, rentrer dans un autre monde, s'affronter aux autres, aller dans le monde des compétitions justement, qui est l'antithèse du monde dans lequel je vis, où là c'est un monde mercantile, d'ego, de mise avant de soi, mais je trouve ça super intéressant de se mettre en contradiction et d'aller jouer dans ce monde-là qui n'est pas le mien. Oui, c'est un autre monde vraiment, parce que ce qu'on voit dans le film, c'est que tu quittes tes vaches pour aller participer à des courses. Parfois même, tu prends l'avion pour aller jusqu'en Italie. Parfois, une fois, tu es parti en Italie en avion. Tu as laissé tes vaches à un éleveur qui est venu pour les garder quelques jours et participer. C'est vraiment un autre monde. Oui, c'est passé d'un monde à un autre où je suis pendant des semaines, des mois, je suis tout seul, et volontairement je me mets dans la peau je me retrouve dans un aéroport avec du monde partout. C'est quoi que tu recherches là ? C'est le choc, c'est une sorte de rupture, c'est c'est comme un choc thermique, passer de l'eau chaude à l'eau froide. Là je suis dans un monde solitaire et tout d'un coup d'une heure à l'autre je me retrouve complètement, c'est de se mettre en déséquilibre en fait. Et de face au déséquilibre, de voir comment on est capable de réagir, de voir si on s'adapte, si on ne s'adapte pas, et de me forcer à m'adapter pour voir comment je réagis. Et puis d'un point de vue performance, c'est souvent arriver aux courses en étant crevé et voir si le corps sera performant ou pas. Et puis mais il y a aussi le plaisir dans ces courses où j'ai eu la chance d'atteindre un bon niveau, d'aller se confronter aux meilleurs mondiaux, de courir sur des courses où les meilleurs sont là. Ouais, c'est grisant. C'est grisant de participer à une course locale, ariégeoise ou dans le Jura, ou avec des très bons. Mais quand à un moment donné, c'est chouette de quelques moments dans sa vie de côtoyer l'élite d'une discipline pour voir comment eux se comportent, quelles sont leurs habitudes, de pouvoir discuter un peu avec eux. Mais ne serait-ce que de les côtoyer, c'est un plaisir. C'est des moments forts d'un point de vue sportif. Dans une carrière sportive, c'est chouette de vivre des moments comme ça. D'accord. Et quand tu reviens, ça te manque du coup, ton équilibre, il y est pas. Enfin, tu vas tester, tu vas voir si tu peux, ce que tu disais, trouver te confronter à ce monde-là. Puis, est-ce que
tes vaches te manquent? Est-ce que ça te donne encore plus envie de te retrouver tout seul et de partir en estive, ou avec l'âge tu commences à trouver un certain équilibre entre les deux, à aimer finalement la foule, les compétitions? Non, quand mon idée de partir dans les endroits qui sont aux antipodes de mes pensées, c'est justement pour me donner des sortes d'électrochocs, pour me faire encore plus aimer la solitude que j'apprécie. Mais ça n'empêche que quand je suis dans ce milieu qui n'est pas le mien, j'adore y être parce que justement c'est pas le mien. Je suis comme je me suis toujours un peu, moi je me perçois souvent un peu comme une sorte d'anthropologue. J'observe tout dans la vie, tout me passionne. Donc un monde qui n'est pas le mien, je le perçois comme j'ai beaucoup de recul. Je regarde ce monde-là comme un extraterrestre et j'observe, je discute, j'échange, j'apprends. Mais dès que j'ai fini, oui, j'ai qu'une envie, j'adore ce monde-là parce que je sais que j'en repars. Si je savais que j'étais entre guillemets condamné à y rester, là ça deviendrait une source de nuisance pour moi, alors que là je sais que j'y vais pour mieux le fuir. Donc en fait c'est un plaisir d'y aller. J'adore aller dans des environnements qui ne sont pas les miens, aux antipodes des miens, pour mieux me retrouver après à nouveau chez moi. Enfin, c'est comme nous tous, quand on a beau adorer l'endroit où on vit, il faut en partir pour encore mieux l'apprécier quand on revient. C'est un peu l'idée. Comment se passe cette vie tout seul en estive? Tu disais que tu lisais, tu écris, on te voit écrire pendant le film. Comment ça se passe? T'as une journée type ou c'est... C'est un rythme. Chaque jour, je sais que je vais les jours d'été, les jours les plus longs, les vaches se lèvent. Je vis au rythme des vaches. D'accord. Donc les jours il fait beau, les vaches à 5h30, elles se lèvent, elles démarrent, elles font téter les veaux, elles prennent un biais, c'est-à-dire une direction. Et moi, il faut que je sois là si je veux pas qu'elles aillent dans une direction dangereuse, il faut que je sois là pour les empêcher, pour qu'elles aillent dans une autre, ou je soigne une bête tôt le matin. Donc je me lève très tôt le matin, il fait nuit, j'entends j'ai les animaux sauvages, c'est des sons, c'est des bruits de ruisseaux. Chaque jour passé là, pendant 15 jours, je vais dans une vallée, donc tous les jours, tous les mêmes matins, je passe aux mêmes endroits avec des parfums, des chants, des chouettes, les insectes qui se réveillent le matin, les bruits des cosses, par exemple, des genêts à l'automne qui commencent à s'ouvrir quand le soleil arrive, ça s'ouvre, ou alors les sortes d'artichauts sauvages qui s'ouvrent dès que le soleil arrive, ou les fleurs. Donc c'est comme une sorte d'habitude quotidienne de vie dans cet environnement. Et donc je vais aux vaches, je les regarde, ma chienne me suit, c'est l'eau que je bois. Enfin oui, c'est un monde d'habitude que j'essaie de casser aussi assez souvent, mais il n'empêche que c'est une répétition, c'est un souffle quotidien que je suis au fur et à mesure de l'estive avec le soleil, les jours qui se raccourcissent. Et donc je vis avec les animaux, je pense, je pense à rien. Souvent j'essaie de m'abrutir de travail pour penser à rien, ou courir aussi pour penser à rien. D'autres jours je dévore des livres, d'autres je suis tellement épuisé que dès que j'ai fini le boulot je fais 2 heures de sieste. Ou des journées où il y a la brume, c'est rester à la cabane, se faire un bon feu, se faire une bonne popote, laver son linge, enlever les cendres du feu, fendre du bois. Et, c'est une vie basique. Et après, de temps en temps, une rencontre avec des randonneurs. Quand je peux, je descends pour aller voir ma copine, ou c'est elle qui vient. Donc tout ça, c'est un monde assez... qui peut paraître monotone à beaucoup, mais qui en fait chaque jour c'est une nouvelle aventure. Chaque jour quand je me lève, je sais pas ce qui va se passer. Et ça peut être je vais dans différentes vallées, les lueurs sont pas les mêmes, parfois il neige, parfois il gèle, parfois il y a des chasseurs qui m'invitent pour manger avec eux, rigoler, parfois je vois personne pendant 15 jours, j'adore ça aussi. C'est juste une monotonie du silence, se poser, être 5 heures, 6 heures assis près d'un caillou. Les vaches viennent, je les repousse, elles repartent 2 heures, elles reviennent. C'est des sortes de vagues comme ça. Les odeurs, des parfums de réglisse, des parfums de fleurs, pister les isards, pêcher une truite, retrouver les champignons, se faire une poêlée le soir. Enfin, c'est simple. Il y a des gens qui me diraient mais c'est une vie chiante. Et beaucoup de le chant, tu dois t'ennuyer tout seul.
Mais non, c'est voilà, le soir j'écoute la radio, je suis au coin du feu, j'écoute la radio tranquille. Mmh. Après je vais me coucher, je me lis un petit bouquin, je m'endors, je dors 5-6 heures, après je repars, la journée recommence. L'alimentation, tu fais comment? Je me fais toutes mes provisions, je sais pas, pour disons 3 mois, je pourrais être autonome pour presque 3 mois. D'accord. Et après il y a, en étant assez spartiate quand même, et après je redescends, des éleveurs ou des chasseurs ou des randonneurs m'apportent des bricoles. Donc il y a un ravitaillement de temps en temps qui m'est apporté. D'accord. On voit un caisson à la fin du film. C'est quoi? C'est à mi-distance? C'est là où tu peux mettre des choses avant de monter? Ça c'est tout en haut, c'est sur la partie supérieure de l'estive où c'est une sorte d'algeco, 6 mètres carrés, un lit, une table, un tabouret et point barre. D'accord. Donc c'est une sorte de petite cellule comme un moine. D'accord. Pour un mois où j'ai les vaches sur la partie supérieure et ah oui. Voilà, donc quand il fait chaud, il fait très chaud, et quand il fait froid, il fait très froid. Très froid, ouais. Le premier village, où la première habitation se trouve à combien de cette cabane? On doit être, je sais pas, 25 km. D'accord, ah oui. Faut pas être malade. Ouais, il vaut mieux pas. Après, bon, s'il y a le téléphone, si jamais j'ai un gros souci, le téléphone et il y a les urgences, les hélicoptères qui circulent dans les montagnes pour des cas d'urgence. Tu vas faire ça toute ta vie? Tu vas être... Je sais pas, là ça fait 20 ans et on verra la suite. Pour l'instant je suis bien motivé pour continuer. Il y a des moments de lassitude, des moments d'envie d'autre chose. On parle d'aventure, parfois souvent ça me titille de tout lâcher, de repartir sur les routes. Après j'y arrive pas, j'aime mes vaches, j'aime cette vie, j'aime cette herbe qui pousse. Donc c'est dur d'abandonner tout ça, je pense que j'y arriverai pas. Mais de trouver un équilibre... en revoyageant un peu, mais non, j'aime cette vie, je pense que ça va durer encore longtemps. Alors, justement, tu aimes la solitude, tu aimes te retrouver loin de tout, pour une vie de famille, entre guillemets, est-ce que c'est pas compliqué pour tes proches, c'est pas quelque chose qui est dur même pour toi à un moment donné c'est compliqué, c'est plus compliqué pour les autres que pour moi. Moi, je le vis. C'est souvent, j'imagine que les gens qui partent, c'est souvent pour ceux qui restent que c'est plus dur. Après, c'est peut-être souvent dur aussi pour ceux qui partent, mais moi, c'est comme une sorte de nécessité, donc j'arrive pas à faire autrement. C'est vital. Après, oui, j'essaie de trouver un équilibre pour pas faire trop souffrir ceux qui sont autour de moi. Mais après, oui, pour une vie de famille, c'est compliqué. On trouve un équilibre dans le déséquilibre pour l'instant, donc ça marche. D'accord. Tu parlais juste de voyage. Tu es un baroudeur, tu as voyagé avant de partir en estive. Tu aimes aller découvrir d'autres territoires, d'autres pays, traverser des frontières? C'est quelque chose qui te plaît? Ah oui, c'est l'ADN. J'ai été élevé à Kerouac, London, Bukowski, tous les baroudeurs, j'ai ça comme ADN dans le sang. Donc dès que j'ai eu la capacité à bouger de moi-même, dès que j'ai eu mon bac, j'étais en apnée jusqu'à ce que j'ai mon bac. Dès que j'ai eu mon bac, je me suis barré, quoi. C'était plus fort que moi, donc voilà, que ce soit au pied de la porte, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, j'ai eu cette envie d'aller voir, de parcourir le monde à pied, de me faire mal aux pieds, de m'épuiser, de marcher auprès de ceux qui trimaient, d'être un vagabond le temps que j'ai pu. Après, je m'a semblé aller un peu trop loin là-dedans, donc je préfère faire un pas en marche arrière pour me remettre dans quelque chose d'un peu plus structuré. Mais dans la tête, j'ai toujours cet esprit de vagabondage. Le voyage est toujours là, tous les voyages que j'ai pu faire, ils sont toujours avec moi partout en estive. Je pense à tous ceux dans ton émission, là, si les gens t'enverront des messages pour des futures émissions où moi je pense souvent à ceux et celles qui vont partout sur la planète, qui se nourrissent de rêves, d'aventures, de papaye, de poissons, donc je trouve ça super que nous petits êtres humains là, on parcourt cette terre inlassablement à la découverte de chaque pépite, que ce soit le regard d'un homme, d'une femme, d'un fruit, d'une langue, d'un accent, d'un parfum, d'un son. Donc je pense à eux et puis moi je me nourris de tout ce que j'ai pu vivre et puis chaque jour l'aventure elle est là en me disant ce voyage immobile il continue
il va continuer longtemps et dans la tête. Bah, merci en tout cas, parce qu'en fermant les yeux, on pouvait presque sentir les parfums de bouse de Steve. T'en as pas parlé, mais à mon avis, elle devait sentir bon aussi, les bouses. Merci Brice. Merci beaucoup. À une prochaine, ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs.